qui sont les business units spatiales, énergie et mobilité électrique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la, la partie stabilisation réseau et des nouvelles architectures pour recharger les véhicules électriques qu'on voit émerger. Donc, tout d'abord, un des petits éléments de contexte. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la transition écologique, il y a une forte électrification des usages. Et donc, on voit que la consommation électrique augmente d'année en année. On a une forte augmentation de la part des énergies renouvelables au sein du mix énergétique. Il y a de plus en plus. En fait, on voit que la croissance liée à l'électrification des usages, elle est portée par les énergies renouvelables principalement. On est toujours sur ta première slide, moi de mon côté. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Ah, Oui, c'est pareil pour les autres aussi. Et voilà, donc si juste peut-être ouais, te mettre, tu sais, en plein écran et ouais, je suis il en y a un plein petit temps de écran. latence pour la Je vais première peut-être slide. Donc, désolée. recharger. Sinon, je repartage. Tac. Merci. Dites-moi si c'est bon. C'est bon, parfait. Ouais. Sur les tendances, du coup, est-ce que vous voyez le slide suivant? Oui. Sur les fameux baisses, voilà. Donc, dans les énergies renouvelables, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont intermittentes, qui ne produisent pas tout au long de la journée de manière linéaire, comme le solaire, l'éolien. Et donc, on voit l'émergence de systèmes de stockage d'énergie par batterie, ce qu'on appelle les BESS, Battery Energy Storage System, qui viennent absorber la production quand il y a des pics de production pour pouvoir soit directement réinjecter sur le réseau, soit pouvoir justement délivrer la consommation quand il y a besoin. Donc, il y a un fort développement des BESS, des stockages par batterie, de par l'émergence des énergies renouvelables. Ça permet aussi de faire des alimentations de secours en cas de problématique réseau, comme on a pu voir en Espagne. Et ça permet de renforcer le réseau avec la stabilisation de la fréquence. C'est vraiment un allié clé de l'électrification et de l'augmentation des énergies renouvelables dans les réseaux. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une grosse émergence du stockage stationnaire. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une forte volatilité du prix de l'électricité, avec potentiellement même des tarifs négatifs. Là, si on prend l'exemple de l'Allemagne, entre 13 heures et 14 heures, on a un tarif au mégawattheure de moins 0,97 euros, alors que entre 19 heures et 20 heures, on va être à 132 euros du mégawattheure. Donc, ce que ça illustre, c'est qu'il y a un marché économique qui existe aussi pour ces stockages par batterie, pour les BESS, puisqu'ils peuvent acheter de l'électricité quand elle est pas chère pour pouvoir la revendre quand elle est très chère. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un marché en forte croissance. Les les premières grandes centrales batteries, c'est la plus iconique, on va dire que c'est celle de Hornsdale aux États-Unis, construite par Tesla, avec 100 mégawatts de puissance. Et donc, c'est un projet porté par Neoen, entreprise française. Et donc ça, c'était les premières grandes centrales qu'on a vues naître. Et depuis, il y en a vraiment de plus en plus.
Et ce qu'on voit aussi qui se développe, c'est donc d'associer du stockage stationnaire, du stockage par batterie, avec des bornes de recharge. Et là, l'exemple que je cite, c'est le cas de NW Group, qui a associé leur J-Box. Leur J-Box, c'est le petit conteneur qu'on voit derrière où il y a des batteries du stockage stationnaire à l'intérieur avec leur borne de recharge IE Charge. Et donc, voilà, c'était les premiers. Ils ont breveté la solution, la combinaison entre les deux solutions au niveau mondial parce que voilà, on s'est rendu compte que ça avait beaucoup de sens d'allier batterie et recharge de véhicules électriques. Et l'architecture première qui s'est développée, c'était bah, de tout faire passer par le réseau. Donc le réseau en courant alternatif, en AC. Donc on avait potentiellement les panneaux solaires qui avaient une conversion de puissance DC vers AC qui réinjectait vers le réseau. Les batteries qui sont aussi en DC où il y avait une conversion vers DC vers AC vers le réseau pour décharger ou pour recharger AC vers DC pour charger la batterie. Et pour charger les voitures, on venait repartir du réseau AC, refaire une conversion vers le DC, une autre conversion pour s'adapter à la haute tension des véhicules. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est fait de manière empirique. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'étapes de conversion de puissance, donc potentiellement des pertes, beaucoup de modules. C'est pas l'impact le plus bas carbone. Donc potentiellement moins de stabilité, pas de pilotage des ENR au niveau local. Et c'était pas le plus pertinent en termes de rapidité de recharge des véhicules. Donc, ce qui se développe de plus en plus, c'est les réseaux DC, on appelle ça les micro-réseaux DC, où en fait, on vient avoir une première conversion AC-DC juste à la sortie du réseau. Et ensuite, tout passe par le réseau DC. Donc, on a potentiellement la décharge des batteries en DC, le panneau solaire qui vient réinjecter en DC sur ce réseau DC et la recharge de la voiture qui vient aussi prendre directement sur le réseau DC via toujours ce module d'adaptation de puissance DC-DC. Mais cette architecture en couplage DC, c'est ce qu'on voit qui sort de plus en plus avec, voilà, on a un transformateur entre le réseau et le convertisseur pour avoir passé de la moyenne tension à la basse tension. Et donc là, j'ai cité quelques entreprises de l'écosystème dont certaines font partie de Cap Énergie. Qui viennent se positionner en fait dans ces nouvelles architectures. Et demain, ce qu'on voit venir qui n'existe pas encore, mais qui est en cours de développement, ça sera la même architecture avec du couplage DC, donc un réseau DC pour alimenter les batteries, les voitures, les panneaux solaires, etc. Mais on pourrait se passer du transformateur en mettant plusieurs convertisseurs AC-DC en série potentiellement et atteindre directement la moyenne tension et se passer du transformateur. Donc là, on gagne en compacité, on gagne une nouvelle fois en perte, en émission de CO2. Donc ça, c'est des projets d'avenir sur lesquels on travaille, qui n'existent pas encore, mais pour le développement ce qu'on appelle Medium Voltage, SST, c'est Solid State Transformer. Et donc, ces solutions-là verront le jour probablement dans les prochaines années.
Dans les grandes tendances qui justifient aussi ces couplages d'essais, etc., on a le fait qu'il y ait une convergence au niveau des niveaux de tension entre les véhicules et les batteries. Pour les véhicules, on passe de 500 volts à 920, voire 1250 volts pour les poids lourds. Et les batteries stationnaires, on va vers du 1500 volts. Donc, les niveaux de tension ont tendance à être de plus en plus importants. Les niveaux de puissance également augmentent. Une borne de recharge qui était plutôt à 50 kW, et ben, on va passer à 350 kW et voire plusieurs mégawatts pour une station complète de recharge. Et ce qu'on voit aussi dans les tendances, c'est qu'il y a une mutualisation du refroidissement de tous ces équipements qui chauffent avec du refroidissement liquide pour accompagner aussi les fortes puissances, donc plus de pertes, plus de chaleur qui s'échappe. Donc ça, c'est aussi une tendance qu'on voit sur ces architectures-là. Nous, nos réponses à ces enjeux-là, c'est de sortir deux nouveaux produits sur lesquels on est en train de travailler. Donc, un convertisseur bidirectionnel AC/DC, comme on l'illustrait vraiment pour faire la conversion entre le réseau directement électrique national et la recharge de véhicules électriques ou le réseau DC et la batterie. Donc, ça, c'est un convertisseur bidirectionnel qui est à refroidissement liquide, qui va jusqu'à 1500 volts, qui suit les tendances que je citais, qui peut fournir jusqu'à 1126 kilowatts en puissance, avec des niveaux de rendement qui vont jusqu'à 99%. Et le deuxième produit qui permet d'accompagner ces nouvelles architectures-là, c'est un convertisseur DC-DC qui va, lui, prendre du réseau DC pour s'adapter au niveau de tension des véhicules et recharger les véhicules électriques. Donc, de la même manière, c'est du refroidissement liquide. Celui-là a une isolation galvanique pour permettre de recharger les véhicules. Il est aussi jusqu'à 1500 volts. Ça, c'est des vraies nouveautés hein, sur le marché. Et donc, les deux produits auront les premiers échantillons disponibles Q1 2026. Là, je voulais vous partager quelques architectures types qui illustrent un peu ce que je disais. Donc, le réseau produit du courant alternatif. On vient faire une première conversion grâce à nos produits bidirectionnels AC/DC qu'on appelle PCS100, Power Conversion System, vers la batterie. Donc, on peut soit charger la batterie, soit décharger la batterie et réinjecter sur le réseau. Et ensuite, depuis la batterie, on a un réseau DC qui peut potentiellement charger un véhicule avec des cartes de communication potentiellement entre la batterie et le véhicule. On peut aussi avoir du réseau DC sans batterie en ayant une infrastructure DC qui alimente les différentes bornes de recharge en DC directement, toujours avec la conversion en tête AC/DC. Et ça permet aussi, ces nouvelles architectures, d'alimenter potentiellement des véhicules électriques plus lourds, voilà, des camions potentiellement, avec des cartes de communication qui sont elles, différentes, adaptées au système de recharge de ces poids lourds. Et là, les puissances nécessaires sont beaucoup plus importantes et cohérentes avec ces nouveaux produits qu'on sort. Donc, ce qui est peut-être intéressant de partager, c'est qu'on a obtenu des financements européens pour nous supporter sur ces projets, et notamment deux
deux financements européens. L'un qui est Eurostar, qui est un financement en consortium avec, on a répondu avec un partenaire norvégien qui s'appelle Verneland. Et donc, la totalité du financement est de 2,2 millions d'euros. Et donc celui-là, il a été débloqué. Et on a eu également un deuxième financement européen qui est le Fonds de transition juste sur le projet appelé Raptor, Revolutionary Advanced Power Technology for Optimized Renewables. Et celui-là, c'est un financement plus important de 12 millions. Donc, on a partiellement, on a une partie de ce budget-là pour développer ces nouveaux produits. Donc, que ce soit le DCDC, le PCS, donc le PCS étant un AC/DC bidirectionnel, et la moyenne tension directe avec ce qu'on appelle le Solid State Transformer, le SST. Donc ça, c'est des financements auxquels on a répondu avec la région PACA. Et une des conditions pour avoir ce financement, c'était d'avoir un lieu dans le 13. Or, nous, on est situé on a notre siège à Pertuis, dans le Vaucluse. Donc, on ouvre des nouveaux locaux à Saint-Estèphe-Janson, donc dans le 13, pour pouvoir déjà avoir un lieu d'activité dans les Bouches-du-Rhône, qui était une des conditions nécessaires du financement, et pour pouvoir tester ces nouveaux produits-là de forte puissance, on avait besoin de nouvelles installations. Donc, voilà, on a récupéré ces nouveaux bâtiments de 335 mètres carrés qui nous permettront de mener ces nouveaux projets à bien. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je passerai la parole à Rémi qui, lui, vous parlera plutôt des batteries en elles-mêmes. Merci beaucoup, Chloé. Bravo d'abord pour toutes vos réalisations et notamment l'obtention des fonds là dernièrement qu'on suit. Je sais que vous êtes accompagné notamment sur les projets européens, donc bravo pour ça. Alors d'abord, j'avais une question dans le chat de Patrick Dilly de la société Giga que je salue. Merci d'être là. Et je pense que ce sera peut-être plus pour Rémi, mais vous allez me dire qui peut y répondre. Quels sont les 3 plus grands constructeurs de batteries intégrées dans les BESS? Donc, Chloé, je ne sais pas si tu veux répondre ou tu laisseras Rémi le faire après, comme tu veux. Comme tu veux, Rémi, peut-être, ce sera plus ton domaine. Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais plus sur le côté... parce que dans le monde des BESS, de la batterie, il y a vraiment 2 marchés différents que sont l'utilities, donc vraiment les grandes centrales de batterie, et le CNI, Commercial and Industry, qui sont des projets de puissance plus faible pour alimenter potentiellement de la recharge, etc. Moi, j'allais répondre plus sur la partie utilities avec les gros que sont Tesla, Fluence, Nidec, tout ça, voilà, je dirais que c'est des gros, mais ils ne sont pas forcément positionnés sur le marché du CNI, qui est un peu plus petit. C'est vraiment les gros des grandes fermes solaires, de l'utilities. Rémi, je te laisse compléter. Bravo en effet avec Chloé pour cette présentation et toutes ces nouveautés. J'ai appris plein de choses. Moi, j'aurais rajouté BYD en côté batterie Ouais. pure, mais pas forcément en termes d'intégration. Nidec, ouais. Je sais pas. Il y a J'en ai pas d'autres. Saft. Saft, ouais. Ouais. En Europe. Ouais. Mais après, sur les fabricants de batteries pures et pas le plus gros fabricant, les fabricants sont principalement asiatiques sur la batterie pure, pas tout le système du BESS, mais Ouais. sur la batterie. CATL, c'est la référence mondiale, le chinois fabricant CATL, ouais. de batteries. Ouais, c'est CATL, ouais.
Bien, merci beaucoup. Il y avait Anaïs Galgani, tu avais levé la main. Je peux tout à fait te laisser la parole, mais merci de l'avoir mis dans le chat, comme vous voulez, hein, à l'oral ou dans le chat. Donc, merci pour cette présentation. Quelles sont les évolutions en termes de sécurité sur ces installations? Alors ça c'est pareil. Au niveau des grandes centrales, il y a beaucoup d'exigences sur les sécurités des installations qui sont plus liées aux batteries. Nous, on intervient vraiment au niveau de la conversion de puissance des convertisseurs et donc on a nos propres exigences sur la sécurité, mais elles sont moindres par rapport à ce qui est demandé sur les batteries et que je maîtrise moins, moi, au niveau de la batterie. Peut-être que toi, Rémi, par contre, tu sauras plus sur la batterie. Ouais, je vais en parler juste après, mais ça évolue tellement vite qu'on a même du mal à nous s'y retrouver. Alors, super. Bah, je te laisse, tu y répondras et puis on verra s'il y a d'autres questions à la fin de ta présentation. Il y a encore une question. André Clément, merci beaucoup. Des bornes DC-DC sont déjà existantes. Est-ce qu'elles sont déjà existantes sur le marché, les bornes DC? Oui, bien Je sûr, crois, bien hein. sûr. Ouais. Il en existe et d'ailleurs, nous, on fournit des convertisseurs, oui, notamment pour des clients, enfin, des gens comme Itotem. Oui, ça existe déjà. Super, merci beaucoup. Continuez à mettre vos questions sur le chat, on les reprendra. Mais voilà, on va laisser la parole à Rémi parce que c'est très complémentaire. Pardon, complémentaire. Et je pense que ça va vous apporter des réponses notamment sur les batteries. Rémi, je te laisse partager ton écran. Merci bien. Alors, je vais ouvrir ma présentation. Je vais mettre en plein écran aussi. C'est tout bon. Ok. Alors moi, je vais vous parler de batterie, mais aussi de mobilité, mais pas au sens véhicule directement. Moi, je suis plutôt sur la mobilité de la batterie elle-même, historiquement. Donc, je vais réintroduire un peu ce que je fais et après, je ferai le focus sur la partie automobile. Mais donc, nous, PES Energy, PES avec un P, pas BES pour le coup, qui veut dire Pilo Energy Storage Solutions. On est un fabricant de batteries mobiles qui viennent remplacer des groupes électrogènes. Et aujourd'hui, je vais parler justement de ces différents usages de batteries. Euh, Depuis 5 ans maintenant, on est une jeune start-up industrielle, on est basé à Marseille, et on conçoit et on fabrique des solutions d'énergie mobile à batterie, ou UME, ou groupe électrogène zéro émission, enfin chacun y trouvera son nom. En fait, on vend ces solutions à batterie sur roue qui remplacent des groupes électrogènes thermiques dans différents secteurs d'activité, souvent outdoor, donc des tournages de films, de clips, de l'événementiel, du catering, et maintenant du BTP, donc pour tous les chantiers. Et notre mission qu'on s'est fixée, c'est de remplacer les groupes thermiques qui utilisent des énergies carbonées pour faire de l'électricité et qui font du bruit, qui sont soumis à certaines réglementations, certaines limitations notamment dans les zones urbaines et qui polluent. Donc ça, c'est la gamme des produits PES qu'on commercialise aujourd'hui et qui utilisent de la batterie lithium-ion NMC pour le côté densité énergétique. Moi, venant de l'automobile, j'ai appliqué les principes que je connaissais bien en termes d'assemblage, de BMS et de mobilité dans ces solutions-là, qui sont en fait des petites voitures électriques, entre guillemets, mais sans moteur. Plus récemment, on a travaillé en fait sur des nouvelles solutions de stockage, pas vraiment stationnaire, toujours. On reste sur de la mobilité, puisque notre objectif, nous, c'est d'amener ces énergies là où on en a besoin, sur des événements plutôt ponctuels. Et donc, on a développé une première solution qu'on a appelée Bulk, qui est un conteneur maritime de 10 pieds, qui fait en réalité 660 kWh. Et cette première version fait 160 kW. Et elle est remplie de batteries de seconde vie, qui sont issues justement aussi de la mobilité électrique, donc qui sont issues de voitures électriques. L'objectif pour nous, il est double, c'est déjà d'arriver à se passer, dans un certain cas, de justement la Chine pour pouvoir sourcer nos batteries directement en Europe et donc créer une économie circulaire sur des batteries qui sont déjà autour de nous
Ensuite, de donner donc une seconde vie à ces batteries, donc un aspect plutôt écologique qui permet une économie circulaire vertueuse et à la fin économique, parce que si on arrive à acheter ces batteries à un bon prix, le produit final devrait être moins cher, on l'espère, que si on le faisait avec de la batterie neuve. Aujourd'hui, ça devient très compliqué parce que, comme le disait Chloé, les BESS sont en plein essor et arrivent à des prix vraiment très très bas en euros par kilowattheure en neuf direct depuis la Chine. Donc voilà, c'est compliqué pour nous d'arriver à se positionner là-dessus, sachant qu'on est fabricant et assembleur en France, plus la problématique de la recertification, dont on va parler juste après. Et là, plus récemment, on bosse sur un plus petit produit qui s'appelle PowerDeck, qui fait la taille d'une palette Europe, qui fait à peu près 1 m3 et qui va faire dans les 600 kg, toujours pour des raisons de mobilité, et nous d'ADR, donc on fait beaucoup de transport de batteries. Et l'ADR est une limitation de transport donc de matières dangereuses. Et on essaye de rester, comme nos principaux utilisateurs nos principaux clients, pardon, sont des loueurs d'énergie, et leurs utilisateurs finaux sont donc soit comme je disais, des tournages de films ou des chantiers. C'est des gens qui n'ont pas forcément de permis spécifique pour pouvoir déplacer de la batterie. Donc nous, on fait attention justement à rester bien en dessous pour nos produits du quotidien de ces limites ADR qui sont à 333 kg de matière dangereuse ou de batterie lithium-ion, ce qui font à peu près 60 kWh. Donc nous, la mobilité, elle est plutôt à ce niveau-là, mais le Power Deck devrait pouvoir intégrer justement de la batterie de seconde vie qui est issue soit de mes produits, donc on a maintenant des machines qui ont plus de 4-5 ans, qu'on va pouvoir récupérer nos propres modules de batterie qui étaient neufs au début, donc on connaît le vieillissement, donc c'est plus facile pour recertifier, soit, et je vais montrer le détail de ce qu'il y a dans cette machine juste après, de batteries qui sont issues de l'automobile, avec les problématiques qui vont avec. Donc ça, c'est l'intérieur du conteneur que vous voyez sur la photo. Donc on retrouve 8 packs batterie 400 volts de 82 kWh d'origine allemande. Donc il y a 8 voitures là-dedans. La première étape en fait de l'activité de donner une seconde vie aux batteries, c'est déjà trouver des gisements, donc de travailler avec des casses automobiles en fait qui vont démonter ces modules, d'être en capacité de les tester. Eux, ils ne le sont pas forcément. Donc là, on travaille avec d'autres startups qui ont développé des solutions, soit via les prises OBD des véhicules, soit directement en se branchant sur la batterie, de tester sa capacité via sa résistance interne et son vieillissement. Et eux sont assez capables justement de mesurer l'impact de la charge rapide, c'est peut-être un sujet qui va venir après, sur le vieillissement prématuré de ces batteries-là. Nous, ce qu'on va juste demander, c'est un rapport de capacité qui va me permettre de flécher la batterie. Le fléchage, en fait, c'est savoir si est-ce que je l'achète et que je lui donne une seconde vie parce qu'elle a une capacité résiduelle suffisante. Est-ce que je la mets dans un stockage stationnaire et en fait on va compenser son vieillissement en mettant plus de batterie parce qu'en fait le poids et le volume ne sont plus des problématiques, ou direction le recyclage parce qu'en fait la batterie est trop usagée. Imaginons que la batterie est à plus de 80%, c'est notre seuil à nous, de capacité résiduelle, donc on va espérer plutôt 90-95% même. On a un des packs par exemple où la voiture elle avait 37 km et il s'est pris un poteau. Donc ça c'était une aubaine pour nous. Donc on a des batteries qui sont vraiment de très bonne qualité. Et là on va faire donc tout le process de recertification avec les organismes européens. Et il y a un document qui s'appelle le passeport batterie qui est en cours de déploiement en Europe, qui évolue pas mal, qui indique justement quels sont les tests et les informations qu'on doit transmettre au client final sur la batterie qu'il achète pour qu'il connaisse en fait la qualité et le vieillissement des modules qui sont dans son produit. Donc ça, c'est à nous de le faire. Comme je le disais, c'est plus facile quand la batterie elle vient de chez nous, parce qu'on maîtrise son historique et son vieillissement. Plus difficile quand ça vient d'un constructeur automobile. Il y a toute une problématique autour de la qualification du module. Est-ce qu'il passe par un état de déchet ou de pièces détachées, ce genre de choses, et ça a beaucoup d'impact, nous, derrière, pour remettre en circulation en fait ces batteries-là. Si on arrive à obtenir, à aller jusqu'au passeport batterie, à la recertification du produit complet derrière, on peut en proposer des solutions de réutilisation. Donc nous, on a plusieurs directions, donc soit le groupe électrogène, comme je disais tout à l'heure, donc on fait des packs batteries mobiles qu'on vient déposer là où les utilisateurs en ont besoin, soit on peut faire du stockage stationnaire pour des applications comme le décrivait Chloé.
Ça serait une très bonne utilisation parce que pour moi, la batterie est beaucoup moins sollicitée. C'est ce qu'on appelle nous on la met à la retraite en fait quand on la met dans un conteneur comme ça parce que elle est dans des environnements protégés, il y a moins de vibrations par rapport à sa vie dans la voiture, on maîtrise la température, elle est chargée et déchargée beaucoup moins fortement que si elle était dans un véhicule. Donc en fait, on va allonger sa durée de vie dans ces conditions-là. Et on est capable en fait de faire des assemblages qui nous permettent d'avoir des solutions de stockage déjà relativement capables en termes de capacité et surtout en haute tension pour pouvoir répondre à ces besoins de microgrid haute tension. J'ai repris, alors là, ça rejoint tes slides, Chloé, les usages en fait qu'on vise dans ces solutions-là, c'est vraiment avoir un rendement bien meilleur, comme l'utilisait sur les conversions, parce qu'on est directement sur du haute tension DC-DC, donc on n'a plus qu'à baisser légèrement la tension DC des batteries de stockage pour les mettre, pour transférer au véhicule. On peut sous-dimensionner le réseau en amont, donc tirer moins de lignes, avoir un impact coût plus faible, puisqu'on vient ajouter un gros pack batterie. On peut aussi potentiellement stocker avec du PV localement. On peut avoir plus de points de distribution en même temps, sans avoir un réseau qui s'affaiblit ou une perte de fréquence, grâce au stockage stationnaire forcément, et une utilisation, bah, tu l'as déjà cité aussi Chloé, comme en Espagne, où le réseau tombe et on continue à alimenter nos usagers. C'était une présentation assez rapide parce que moi, mes solutions sont assez différentes directement de l'automobile. Mais moi, j'en retire en fait plutôt l'évolution des technologies et des usages pour mes applications qui sont plutôt des solutions de groupe électrogène zéro émission. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à cette activité? Merci beaucoup Rémi, et c'est mon collègue Pierre Secaldi qui te demande, mais Oui. on en parle souvent, hein, avez-vous identifié un levier réglementaire qui pourrait aider à favoriser le sourcing, hein, c'est la grande question, local et européen, et plutôt donc seconde vie? Est-ce qu'il y a des barrières douanières à lever, des normes socio-environnementales de fabrication? Est-ce que le passeport batterie va t'aider? Voilà. Pour l'instant, non, c'est même un peu l'inverse. On se fait inonder de batteries parce qu'on ne sait pas encore trop faire en Europe. J'espère que nos gigafactories vont arriver avec une proposition et que nos gouvernements vont protéger en fait notre capacité de production européenne et donc mettre des barrières à l'entrée. C'est pas le cas de ce que je vois aujourd'hui. Et même le passeport batterie n'est pas hyper. Je dirais même que c'est plutôt contraignant pour nous. Parce qu'en fait, on prend le risque de remettre en circulation des batteries qui sont potentiellement usagées. On a déjà une certaine crainte de nos clients finaux à acheter pour des sommes assez conséquentes quand même, hein, des batteries qui ne sont pas de première jeunesse, et où, quand on leur dit qu'elles sont issues d'un véhicule qui a eu un accident, voilà, en termes de marketing, c'est déjà un peu compliqué. Mais nous, c'est en fait il y a plusieurs possibilités, je le parlais tout à l'heure. Il y a une vision stratégique en fait, d'indépendance aussi asiatique, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le monde dans quelques années, donc on veut avoir cette capacité de sourcing différenciante. On a quand même une entreprise à impact, on se veut en fait limitant l'impact carbone, donc si on pouvait développer cette solution d'économie circulaire, ça serait un plus pour nous, même si c'est pas forcément le plus intéressant financièrement, mais c'est une différenciation. Et enfin, ouais, les gisements sont là et ils commencent à grossir, justement, parce que bah, plus il y a de voitures électriques sur les routes, plus il y en a qui sortent de circulation et plus nous, on peut trouver justement de très bonnes batteries et à des prix qui vont baisser. Parce que justement, les industriels, ou plutôt les fabricants, les metteurs sur le marché, se retrouvent avec des gisements à gérer. euh, et ça coûte assez cher à recycler. Donc, on va trouver des aubaines comme ça de gisements, soit en casse automobile, soit directement, en fait, ce qu'ils appellent du Grade B auprès des fabricants. Et on pourra racheter ce genre de gisements et les intégrer dans nos machines. Et moi, je peux peut-être apporter un complément aussi sur la partie réglementation européenne. On y travaille et on aimerait. Aujourd'hui, il existe rien pour protéger un peu les industries dans le milieu de l'énergie pour notamment sur la souveraineté énergétique du réseau, etc. Nous, sur la partie onduleur, conversion de puissance, c'est des éléments clés. Et contrairement aux États-Unis, on n'a aucune
aucune incitation sur du European content ou voilà, de la valorisation de la souveraineté énergétique. Mais on essaye d'y travailler pour pouvoir idéalement passer une loi au niveau européen pour favoriser ça. Merci à tous les deux. Il y a d'autres questions sur le chat. Donc, une question de Stéphane Charles. Le coût de sortie du kilowatt est-il en ligne avec les bornes reliées au réseau? Ça, moi, je sais pas répondre, peut-être toi, Chloé. Parce que moi, en fait, d'habitude, j'interviens dans des endroits où il n'y a pas de réseau. Et mes concurrents sont c'est encore ça. assez Donc, c'est pas- classiquement du groupe électrogène diesel. Et en fait, on est plus cher que le diesel au kilowatt, même si on se recharge en Nord-Creuse. Et nous, nos avantages, ils sont plutôt sur feu, les ZFE, qui interdisent en fait plutôt de la pollution sonore ou olfactive dans certains endroits. C'est là où nous, on tire notre épingle du jeu, mais, mais pas en termes de prix, non. Je pense que la question, c'était effectivement plus sur tes solutions, mais c'était plus. Je pense que tu as répondu dans le sens où vous, votre offre, elle est plutôt différenciante des bornes classiques, dans le sens où vous n'êtes pas connecté au réseau, quoi. Vous apportez de l'énergie là où il n'y en a pas. Exactement. Et il y avait une autre question de Étienne Piquet d'Amem. Pardon, désolée pour la prononciation. Donc, merci encore pour vos présentations. Quelle proportion des batteries est étudiée pour reprise parmi les batteries dans des produits en fin de vie? Et quels sont les états constatés? Majorité de recertification ou de réutilisation, par exemple? Bonne question. Nous, les petits produits qu'on fait, que je présentais au tout début, seront toujours faits avec de la batterie de première vie, parce qu'en fait, en étant mobile à la main, le poids, donc la densité énergétique, est vraiment clé. Et par exemple, un de nos best-sellers, c'est un produit qu'on appelle le Wattman. Il fait 90 kg pour 10 kWh et ça reste la référence aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on le vend sur le marché en termes de poids. C'est-à-dire que nos concurrents sont plutôt à 110, 120, 130 kg, là où on est à 90. Donc c'est vraiment un argument pour l'usage derrière. Donc la batterie de seconde vie, on va plutôt la destiner à des produits où, de tous les cas, il va falloir des équipements pour les déplacer. Je pensais au conteneur ou à l'autre power deck qui est plutôt déplacé par des chariots élévateurs. Donc là, on n'est pas à 50 kg près pour le coup. Euh, donc eux, ils vont pouvoir accepter de la batterie de seconde vie où, comme je disais, on va compenser 10 ou 20% de perte de capacité en mettant un peu plus de batterie en fait. Donc là, et c'est aussi des produits à notre échelle aujourd'hui, parce qu'on est une petite entreprise, on est moins de 30 et on fait un assemblage plutôt manuel, donc ça reste artisanal. C'est des produits qu'on va pouvoir faire puisque c'est des volumes. Je pense aux conteneurs qui ça va être de moins d'une dizaine par an et au Power Deck moins d'une cinquantaine par an. C'est des volumes qu'on va être capable de fabriquer nous et de sourcer aussi en termes de gisement de batterie. Parce que ça reste encore limité. J'ai du mal à trouver des batteries de bonne qualité qui sont pas abîmées physiquement et qui sont testées et bonnes pour être utilisées à bon prix. Donc, ce que j'espère, moi, c'est que d'ici quelques années, 50% de ma matière première soit de la batterie de seconde vie. Mais aujourd'hui, on est plutôt à 1%. Et Merci l'état beaucoup. constaté, ouais, Vas-y, la deuxième vas-y. partie, l'état Ouais. constaté, la batterie automobile, elle vieillit très bien. Enfin, on a accès sur Internet assez facilement à des études sur des Tesla qui ont fait 1 million de kilomètres, ce genre de choses. C'est hyper prédictible parce qu'il y a énormément de data. Donc en fait, c'est assez facile pour nous d'avoir confiance en fait dans un pack batterie quand il a déjà prouvé depuis 10 ans. Alors j'ai cité Tesla, mais il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais non, ça c'est assez fiable. Les batteries, soit elles sont en très bon état, elles le vieillissent très bien, et nous on les achète entre 3 et 5, 6 ans de vie, soit elles sont HS et en fait on va pas les utiliser, quoi. Merci beaucoup. Et je prends la dernière question. Lucas Gomez qui demande, avez-vous un REX de début de perte de charge à 5 ans? C'était un peu ma question aussi avant de préparer ça. Mais tu disais, en fait, il y a... Enfin, je te Perte laisse de répondre. capacité plutôt alors? Je- 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 Ouais, je pense. Oui, Nous, c'est ça, de charge, pardon, est-ce qu'au bout de 5 ans, vous avez les ouais. mêmes résultats de perte de capacité? Alors ouais, il y a deux types de vieillissement sur les batteries. Il y a le nombre de cycles, forcément qui va user l'anode et la cathode, et donc augmenter la résistance interne, et donc perte de capacité. Le deuxième, c'est un vieillissement calendaire. Euh,
Je vais parler sur mes modules à moi. Moi, j'utilise des modules NMC avec des cellules de 50 ampères qui sont un classique, ça s'appelle un format VDA. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les batteries Volkswagen et Mercedes, je crois. Nous, au bout de 5 ans, on a déjà perdu entre 5 et 10%, ça dépend des produits, alors qu'on les charge pas très fort et que les clients ils les utilisent de manière enfin, raisonnée. Euh, je... Ouais, ça perd plus vite que ce que je pensais. On est notre fournisseur nous dit que les batteries sont données pour 2000 cycles, et nous, 2000 cycles à 200 cycles par an, ça fait 10 ans normalement. Et à 2000 cycles, on est censé toucher 80%. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas forcément la batterie en soi qui va s'abîmer, c'est des cellules qui vont se déséquilibrer au sein même de la batterie. Et en fait, notre capacité est toujours donnée c'est toujours la plus mauvaise cellule qui va nous contraindre notre capacité à la fin. Donc là, on voit, on a certains produits qui reviennent là, qui ont 3-4 ans. On est obligé de changer en fait une cellule parce qu'elle contraint la capacité de tout le pack. Donc je suis plutôt moi gêné par des problématiques de qualité, alors que j'achète chez ces fameux CATL et Calb aussi. Donc c'est censé être des bonnes batteries. Mais je pense que nous, le vieillissement, il vient plutôt des conditions de recharge. On a beau avoir mis un système de réchauffage de batterie, parce qu'elles n'aiment pas le froid. Je pense qu'elles sont des fois rechargées dans des conditions de température un peu basses, et ça doit abîmer donc leur durée de vie, et donc elles perdent leur capacité plus vite. C'est Ok, nos hypothèses. merci. C'est très clair. Merci beaucoup à tous. Comme le temps file, je vais laisser la parole à notre donc, seconde thématique, qui est donc la recherche bidirectionnelle. Et forcément, notre premier intervenant, on souhaitait que ce soit donc Enedis. Et donc, j'accueille Delphine Beauvire, qui va donc nous faire cette présentation. Je vous laisse la main pour le partage. Oui, super, merci beaucoup. On voit bien la première slide. Excusez-moi, j'avais le micro coupé. Oui. Bonjour Merci, à bonjour toutes Delphine. et tous. Delphine Beauvire, donc je travaille au pôle mobilité électrique d'Enedis et je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Préparation de l'avenir et qui travaille notamment sur les sujets de pilotage, de V2G et d'innovation R&D. On va faire cette présentation à deux voix avec mon collègue Frédéric Alonso qui travaille avec moi sur le sujet en particulier du pilotage et du V2G. Alors, je vais mettre en plein écran. Moi, si ça fonctionne bien. Donc, peut-être juste quelques chiffres pour se le rappeler. Hein, aujourd'hui, les véhicules électriques en France, il y en a environ 2 300 000 en circulation. Chez Enedis, on raccorde évidemment les infrastructures de recharge de ces véhicules. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 20 gigawatts de puissance raccordée au réseau de distribution en France. Et on estime que voilà, ces chiffres-là vont être multipliés par entre 7 et 10 d'ici 10 ans, d'où un enjeu évidemment très fort sur tout ce qui est pilotage et éventuellement sur la possibilité pour certaines voitures de fonctionner à la fois en soutirage et en injection, donc ce qu'on appelle le V2G. Peut-être ce qui est important, c'est peut-être aussi de rappeler que pour nous, le premier sujet, en fait, c'est que les propriétaires de voitures électriques se rechargent, pilotent en fait leur recharge, et c'est un bénéfice et pour eux et pour le système électrique. Donc, en termes de priorité d'implémentation, on est particulièrement attentif à ce que les possesseurs de véhicules électriques se rechargent en heure creuse. Ça a été cité tout à l'heure, évidemment. C'est bénéfique pour la facture, hein, mais c'est aussi bénéfique pour le système électrique. Donc, les heures creuses, aujourd'hui, ce qui était surtout connu, c'était que les heures creuses, c'est la nuit. Hein, comme on déclenche le ballon d'eau chaude sanitaire, on peut venir charger son véhicule électrique aux heures les moins chères. Et donc, c'est des heures de nuit.
mais c'est aussi maintenant les heures de jour, hein, en début d'après-midi, midi, début d'après-midi, c'est-à-dire là où le solaire est le plus important. Et donc petit à petit, il y a un deuxième enjeu qui est aussi de faire bénéficier aux possesseurs de véhicules électriques, voilà, d'heures moins chères en début d'après-midi pour bénéficier de la production solaire qui est parfois même fournie gratuitement. Deuxième aspect, l'intérêt aussi du pilotage, hein, c'est de pouvoir moduler la puissance, à la fois pour respecter la puissance souscrite sur son contrat et aussi au départ pour souscrire une puissance un peu plus basse. Donc voilà, c'est des deux gros enjeux du pilotage, se recharger en heure creuse, respecter sa puissance souscrite, et pour nous, ça veut dire moins de travaux et puis moins de déséquilibre sur le système offre-demande énergétique. Il y a également, si on raffine encore un petit peu, le pilotage tarifaire dynamique. Donc là, type, peut-être certains d'entre vous connaissent l'offre Tempo. Donc c'est être en capacité de venir charger ou décharger à des heures spécifiques, des heures de pointe en particulier. Donc là, ou des heures creuses, mais qui peuvent changer du jour au lendemain. Et donc, le cas du V2J, on va y arriver. Peut-être pour mentionner le fait qu'en France, le V2J, c'est devenu une réalité cette année, enfin depuis à peu près un an, avec donc notamment l'offre proposée par Mobilize en France, hein, qui est une filiale de Renault, qui propose à ses clients d'utiliser les véhicules à la fois comme une batterie et comme donc un véhicule. Alors, quand on parle de V2J, V2X, plus largement, de quoi on parle? On parle effectivement de toute la discussion d'une voiture avec soit la maison, le V2H, le bâtiment, si on parle d'un bâtiment tertiaire, le réseau, V2G, et puis tout ce qui peut se recharger à partir d'une batterie. Une voiture, voilà, devient une batterie à roulettes. C'est ce qu'on a communément l'habitude de dire chez nous. Donc, je l'ai déjà dit, hein, les enjeux, réduire la facture de soutirage, améliorer la rentabilité de son installation de production, et puis rendre des services de flexibilité au système. Alors, il y a un aspect sur lequel on reviendra tout à l'heure. C'est vrai que les possesseurs de véhicules V2G, aujourd'hui, ils ont assez envie de pouvoir discuter avec leur maison, notamment si elle a un panneau solaire, pour pouvoir finalement stocker l'énergie solaire qui est produite dans la journée, la restituer en fin de journée au moment où sinon fournir la maison ce serait plus cher, et donc voilà, avoir une logique d'autoconsommation facilitée sur la maison avec la présence en plus d'un véhicule V2G. Les sujets qu'il y a à traiter, tous les véhicules ne peuvent pas faire ça, hein, tous les véhicules électriques ne sont pas V2G. Il y a des règles et des normes à respecter, des normes de communication entre la borne et le véhicule, hein, la norme ISO 1518-20, et puis aussi l'obligation d'une compatibilité au code réseau, le grid code. En particulier, la borne doit disposer d'une protection de découplage conforme à la norme 50549. Pour vous illustrer voilà, aujourd'hui ce que c'est le V2G en France, je vais laisser la parole à Frédéric, qui va vous parler de l'expérience qu'on vit depuis un an en lien avec Renault. Bonjour, on a accompagné Renault justement dans le déploiement de son offre commerciale, mais avant ça, on a travaillé avec Renault dans le cadre de POC, où on a testé, dans le cadre, c'était une Zoé à l'époque, qui embarquait un chargeur bidirectionnel, un prototype, où on les a accompagnés pour vérifier que ce type d'équipement pouvait se connecter à notre réseau sans venir le perturber. Et aujourd'hui, c'est une première en Europe, voire mondiale, qu'on a une offre grand public qui est disponible avec 4 composants.
de façon simultanée. Il faut un véhicule. Donc là, aujourd'hui, initialement, c'était la Renault R5 qui disposait d'un chargeur bidirectionnel réversible, soit en 7 kg, soit en 11 kW en triphasé. Une borne de recharge AC, où dedans ils ont intégré la fameuse protection de découplage. Cette protection de découplage, elle permet d'éviter que la petite Renault R5 elle réinjecte de l'énergie s'il y a un événement sur le réseau, un fil à terre, voilà. Donc c'est vraiment pour la protection des personnes et des biens. Ils se sont associés à un fournisseur d'énergie qui s'appelle The Mobility House, qui gère le contrat d'énergie en sous-tirage et en achat. Donc c'est The Mobility House qui est le fournisseur du client. Et le client dispose d'une interface sur smartphone qui lui permet de décrire son besoin de mobilité. L'utilisateur va indiquer en disant demain, je dois partir à 7 h du matin avec soit 60% de socle, soit 80% de socle, soit 100% parce que j'ai un long trajet à faire. Et le TMH va optimiser la charge et décharge du véhicule. Donc c'est quelque chose qu'ils ont lancé là depuis 2025. On a les premiers clients qui ont été livrés avec ce chargeur, avec l'ensemble, le chargeur et la borne installée chez eux. Et on a eu aussi des annonces pour un déploiement avec d'autres constructeurs, que ce soit Stellantis, BYD, Volkswagen, BMW et Mercedes. Tu peux passer juste au slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc les tendances du marché V2G, donc l'offre commerciale aujourd'hui avec Renault, dispo en 2025. Donc il y a la Renault R5, la Scénic, les nouvelles Scénic, la nouvelle 4L, tout ça, qui embarque cette option V2G. Du moins, c'est même pas une option, c'est un chargeur de série véhicule to grid. En juin, il y a eu des annonces en Angleterre avec Octopus Energy et son partenaire BYD pour une offre complète où là, c'est le client, c'est une offre complète, c'est le leasing du véhicule plus l'offre de recharge à domicile. Et là, au salon de Munich, on a eu deux annonces, une faite par Mercedes avec le lancement commercial d'une offre V2G en courant alternatif dès 2026, opérée par The Mobility House. Et par l'autre, c'est BMW qui annonce ça aussi en 2026, d'abord en Allemagne avec le fournisseur E.ON. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est que le chargeur externe, c'est un chargeur. Aujourd'hui, les chargeurs externes, c'est des chargeurs qui sont plutôt à 4 000 €. Là, aujourd'hui, on est sur un chargeur assez externe à moins de 3 000 €. Il y a une réduction des coûts assez importante. Sur les opportunités d'affaires, là, je vous ai donc aujourd'hui, pourquoi les gens veulent se lancer pour faire du véhicule to grid? Principalement, c'est pour faire du trading de l'énergie en stockant pendant les périodes favorables. Tout à l'heure, on indiquait pendant la fameuse cloche solaire et en déchargeant aux heures de pointe. Là, je vous ai mis la courbe spot d'hier. Et ce qu'on peut voir sur la journée spot, c'est qu'on a un delta à 14 h, on a un tarif où on est plutôt à 20 € du mégawattheure. Donc on peut stocker de l'énergie à 20 € du mégawattheure et le décharger le soir à 140 €. Donc on a au moins une variation de 120 € entre ces deux pointes. On peut rendre aussi des services système, donc réserve primaire, la réserve secondaire et des mécanismes d'ajustement pour empiler les services et maximiser les gains. Et surtout, derrière, c'est surtout proposer aux clients équipés de photovoltaïque d'augmenter leur autoconsommation en profitant de leur batterie à roulettes pour stocker en journée et puiser cette énergie en fin de journée au moment des heures pleines. Il nous reste quand même quelques sujets techniques, régulatoires et contractuels à gérer. Le premier contractuel, c'est là, on prend le cas d'un client qui est déjà équipé de panneaux solaires sur son toit. Le contrat de rachat aujourd'hui avec EDF, obligation d'achat, ne lui permet pas l'accès au véhicule to grid. Aujourd'hui, tous les électrons rachetés par EDF Obligation sont des électrons avec une garantie d'origine photovoltaïque. Et on ne peut pas venir mélanger avec une énergie grise qui serait stockée dans la batterie à roulettes. On doit aussi gérer dynamiquement l'injection de plusieurs moyens de production ou de stockage au sein du bâtiment. Aujourd'hui, il est autorisé de réinjecter 6 kW net vu du compteur, mais si le client dispose déjà d'une installation voltaïque de 3 kW plus un véhicule qui lui permet de pousser 7 kg, l'ensemble, il faut une gestion intelligente pour prioriser celui qui va pouvoir réinjecter de l'énergie sur le réseau pour respecter ces fameux 6 kW en monophasé.
Et le dernier point, c'est le régulatoire, c'est comment mettre en œuvre le futur market design qui va arriver, qui est une obligation européenne, pour avoir plusieurs fournisseurs derrière un même point de livraison. Demain, vous allez pouvoir avoir un fournisseur pour la recharge de votre véhicule, voire un autre pour votre pompe à chaleur et un troisième pour le reste de la maison. Voilà, ça c'est tous les sujets que l'on est en train de traiter actuellement. Et pour revenir sur les premiers slides que Delphine nous a montré tout à l'heure, sur les bornes, sur la partie borne pilotable, aujourd'hui, un client particulier qui installe une borne pilotable, soit connectée au compteur Linky, soit piloté via une application d'un constructeur, le client peut bénéficier d'un crédit d'impôt, qui est quand même intéressant pour lui. Nous avons terminé, si vous avez des questions. Merci beaucoup, c'était super clair. Si, j'ai une question, mais sinon j'en avais une dont on a parlé un petit peu avec Mathilde et Delphine, mais on va voir si elle est dans nos participants. Donc encore Étienne Piquet-Damen. Bon, vous me direz comment ça se prononce. Le V2X implique des cycles batterie non comptabilisés dans le kilométrage de la batterie. Ces cycles sont-ils constatables ou ont-ils un impact négligeable? Et si oui, comment leur impact est anticipable au moment d'une revente ou lors du recyclage de la batterie? Ils sont bien comptés au niveau de la batterie. Aujourd'hui, des gens qui... donc, on va prendre le cas d'un client qui fait à peu près 10 000 km par an. 10 000 km par an, c'est 2 MWh de consommation. Donc, il va faire un certain nombre de cycles sur l'année, entre presque 80 cycles complets. Aujourd'hui, une batterie type LFP ou NMC ont des capacités de cycle entre 2 à 3 000 cycles sur leur durée de vie. Donc, c'est des batteries qui tiennent à minima 14 ans. Si on fait du V2G, il y a des opérateurs qui vont rajouter 3-4 MWh de cyclage. Et donc, ce nombre de cyclages va impacter la durée de vie de la batterie. Néanmoins, si on a fait des études, on voit qu'il y a un micro d'ouvert, je ne sais pas, ça retour. Oui, il y a un petit écho. Ouais. On voit qu'en pilotant bien la recharge de son véhicule, on améliore la durée de vie de la batterie par rapport à une solution ne rien faire. Donc, le faire du V1J, en prenant en compte les paramètres du véhicule, à quel niveau de socle est la batterie, quelle est la température au niveau des cellules, comme Rémi l'a évoqué tout à l'heure sur les dégradations. En prenant en compte ces paramètres, ça permet d'augmenter la durée de vie de la batterie. Et si on fait du V2G, ça permet d'aller encore un petit peu plus loin, parce que l'intérêt du V2G, ça va nous permettre de faire des cycles complets de décharge à minima, et ce qui est bon aussi un peu pour la batterie, même s'il n'y a plus ces effets mémoire comme on avait avant sur les premières technos de batterie, c'est quand même bien pour l'électrochimie des batteries de faire des cycles complets de charge et décharge. Donc c'est pris en compte, les constructeurs limitent le nombre de cycles, donnent aussi des contraintes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 20% et vous pouvez pas le constructeur demande de rester entre 20 et 80%. Pour les questions de batterie. Pour des gens qui se disent je suis en leasing, bah, c'est pas mon problème parce que c'est pas la dégradation de la batterie dans 3 ans, je rends le véhicule, c'est pas mon souci. Mais il y a toujours quelqu'un qui est propriétaire du véhicule. Donc c'est des petites lignes qui y arriveront dans quelques temps sur les futurs contrats de leasing. C'est très clair, merci. Donc effectivement, il y a cette peur du vieillissement prématuré de la batterie du véhicule électrique, mais je crois qu'on vient d'en parler. On a beaucoup de marge. Ouais. Patrick Dilly, tu avais une question? Vas-y. Oui, bonjour. D'abord, merci pour les 2 présentations ou l'enchaînement. Vous avez parlé d'énergie grise qui serait réinjectée sur le réseau depuis la maison. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez stocker une partie, peut-être votre surplus solaire dans la voiture. Vous allez prendre votre voiture pour aller au supermarché, on va prendre Carrefour. Carrefour vous offre de l'énergie sur sa petite borne. Là, vous allez charger chez Carrefour. Les électrons que vous avez mis chez Carrefour, ils sont quelle couleur? Potentiellement, c'est des électrons que vous allez ramener chez vous le soir. Et comment je vais les distinguer pour savoir si c'est des électrons qui sont bien photovoltaïques que vous avez chargés, sachant que vous avez consommé aussi pour aller à Carrefour. Et potentiellement, vous avez peut-être régénéré de l'énergie mécanique et c'est transformé en électrique dans votre batterie. Pour moi, c'est de l'énergie grise, quoi, à la fin. Je ne sais pas compter.
gris, c'est un petit peu sévère au regard du réseau électrique français qui est quand même massivement décarboné ou bas Oui. carbone, Non, on mais va c'est dire. gris, Non, gris au Gris. regard c'est gris au des regard du certificats. contrat, voilà, du contrat d'obligation d'achat qui vise à racheter voilà, l'énergie solaire qui est produite par votre panneau PV. Avec Donc, des si on garanties est, d'origine. D'accord. donc Donc tout ce qui n'est pas. voilà, aujourd'hui, ce qu'on n'est pas capable de garantir, ben voilà, c'est une préoccupation dans ce cas d'usage du V2G avec un panneau PV sur la maison. Aujourd'hui, on peut pas garantir que l'énergie qui est injectée sur le réseau, c'est bien l'énergie produite par le panneau PV et donc c'est quelque chose qu'il faut résoudre pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup à tous. On va passer à la suite pour rester dans les temps. Mais voilà, continuez à poser vos questions et puis on échangera je pense que tous nos intervenants voudront bien partager leurs contacts. Je le mettrai dans la présentation finale et donc vous pourrez continuer les échanges évidemment à l'issue de ce club. Et donc, une collaboration importante au sein de Cap Énergie, c'est avec les laboratoires, les entreprises et les laboratoires, c'est de continuer la R&D et l'innovation dont on est très fiers. Et notamment en région sud, il y a des laboratoires avec lesquels on travaille plus particulièrement. Et donc, j'ai le plaisir de laisser la parole maintenant à Seyfeddine Ben El Ghali, qui est enseignant-chercheur et responsable du pôle analyse et contrôle et contrôle des systèmes au sein du LIS, donc le laboratoire d'informatique et des systèmes, et qui va bien vouloir nous présenter voilà, toutes ses compétences et les sujets sur lesquels travaille son équipe en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup Ali. Donc, je me présente, je suis Seyfeddine Ben El Ghali, enseignant-chercheur à l'université d'Aix-Marseille. C'est un peu difficile d'intervenir vers la fin derrière des très belles présentations comme ça. Je vais essayer quand même de présenter la problématique sous un autre angle et mettre l'accent, au moins rappeler quels sont les défis d'une recharge massive qui s'impose sur le réseau et puis comment elles peuvent devenir une opportunité grâce à des mécanismes d'agrégation, de flexibilité qu'on peut avoir. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste présenter rapidement le laboratoire auquel j'appartiens. Donc, le laboratoire d'informatique et des systèmes, c'est une unité mixte de recherche qui regroupe environ 200 enseignants-chercheurs permanents et puis presque autant de doctorants et post-doctorants. Le laboratoire, il est structuré autour de 4 pôles quatre pôles essentiels. Donc, le premier porte sur le calcul, donc avec des travaux sur l'algorithmique, etc. Il y a un deuxième pôle sur signal-image, un troisième sciences des données, donc tout ce qui est IA, gestion des données, les big data, etc. Et le dernier pôle, c'est un pôle sur d'analyse et le contrôle des systèmes. C'est le pôle auquel j'appartiens. Donc, cette diversité nous permet de traiter plusieurs problématiques scientifiques en allant essentiellement de la théorie à la pratique. On ne propose pas de produits finis forcément, mais généralement, on peut avancer à des TRL assez élevés, jusqu'à 5. Et cette diversité permet aussi de favoriser le développement de projets interdisciplinaires à la réponse des enjeux concrets, notamment l'intégration massive des véhicules électriques dans le réseau. Donc, je commence très rapidement. Je pense que la majorité des informations ont été dites, mais voilà, pour mieux situer le sujet, je dirais, je rappelle un petit peu le contexte français à l'horizon 2030. Donc, d'ici là, la France vise environ, on aura à peu près 7 millions de points de recharge pour les véhicules électriques, dans 400 000 bornes publiques et 50 000 bornes qui dépassent à peu près les 50 kW. C'est une ambition forte, mais elle soulève aussi des risques pour le réseau électrique, puisque une recharge non pilotée peut entraîner des pics de consommation, des surcharges de transformateurs ou encore des flux inverses, comme on l'a rappelé tout à l'heure, dans un système, donc dans un réseau qui est conçu historiquement
fonctionner en sens unique. Donc, ces risques-là montrent qu'il ne suffit plus de connecter simplement les bornes au réseau, mais il faut désormais passer d'une logique de connexion à une véritable orchestration ordonnée. Et c'est là qu'entre en jeu tout ce qui est solution V2X, V2J et les différents acronymes qu'on voit apparaître, avec une approche qui transforme votre véhicule électrique d'une manière générale en acteur du système énergétique capable de fournir des différents services de flexibilité. Donc, bien sûr, transformer les véhicules en actifs de flexibilité est une perspective prometteuse, mais dans la réalité, est-ce que le réseau est capable de le faire? Actuellement, je parle sous le contrôle des collègues Enidis. On constate que le réseau français, au moins une partie du réseau des infrastructures sont vieillissantes. Presque 30% de réseau, il est à plus de 40 ans. Il y a aussi des difficultés qui sont constatées au niveau de raccordement des installations avec plein de contraintes techniques, essentiellement files d'attente. C'est un constat des files d'attente pour les raccordements, des risques de surtension ou congestion sur les réseaux. À cela s'ajoutent aussi des problèmes d'interopérabilité qui restent à ce jour un peu limités. Et enfin, l'accès au marché de la flexibilité qui demeure complexe, même si les règles existent, mais leur mise en œuvre reste très hétérogène selon les territoires, et puis avec des enjeux cruciaux de cybersécurité et de gestion de données. Tout cela montre que si le potentiel est là, il reste encore beaucoup de travail à faire pour rendre le réseau vraiment prêt et profiter pleinement de cette flotte de batteries mobiles. Et dans ce cadre, donc, notre équipe marseillaise, donc, on a coordonné un projet européen donc, qui porte sur la flexibilité. Donc, le projet s'appelle FlexChess. Et il porte essentiellement sur la provision de services de flexibilité à partir des systèmes hybrides de stockage énergétique qu'on a appelé Chess. Mais pourquoi hybride? Parce que tout d'abord, même si on parle des batteries, mais déjà dans les présentations, on a parlé de plusieurs types de batteries, plusieurs technologies, du coup, avec des capacités ou avec des performances qui sont très variées. Donc, ce qui pourrait poser problème, c'est-à-dire certaines technologies peuvent participer ou fournir un certain nombre de services, mais pas les autres, surtout si on va les utiliser en seconde vie. Donc, l'objectif de ce projet est d'avancer en termes de maturité technologique dans les solutions qu'on pourrait proposer à la fin du projet. Donc, on vise des TRL entre 5 et 7. Et la démonstration, c'est-à-dire, autrement dit, passer de la démonstration en laboratoire, c'est le TRL 5, vers une validation en conditions quasi réelles. Donc, le projet FlexChess, il est coordonné par AMU, mais il réunit 12 partenaires issus de 7 pays, donc 13 partenaires de 7 pays, combinant des acteurs académiques, l'Université de Cardiff, Génois, et puis des industriels. Et nous travaillons ensemble pour développer essentiellement des solutions qui rendent les services de flexibilité accessibles et puis interopérables et intègrent et permettre d'intégrer les marchés d'énergie. C'est quoi le principe ou le cœur, le concept qu'on a proposé pour ce projet? Tout à l'heure, on a parlé des BESS, des Battery Energy Storage System, on a parlé des PES, et là, ce qu'on a proposé dans ce projet-là, c'est les VES, c'est les systèmes de stockage virtuels, c'est-à-dire à travers une agrégation des ressources distribuées, on va essayer de construire une grande batterie composée à l'intérieur des bornes de recharge de véhicules électriques, des charges contrôlables, etc. Et concrètement, l'idée,
et de connecter et de coordonner ces systèmes de stockage, qu'ils soient stationnaires ou mobiles, afin de faire fonctionner comme un ensemble unique. Cette approche permet de lisser la consommation, de mieux intégrer les énergies. Et comme on peut le voir ici dans cette figure-là, l'agrégation de l'ensemble de ces actifs énergétiques nous permettrait d'avoir une grande batterie avec une certaine particularité en termes de charge et des décharges. Donc, il faut faire très attention quand on répond aux signaux envoyés par les gestionnaires de réseau, que ce soit de distribution ou de transport, afin de respecter les limites physiques de différents systèmes qu'on manipule. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet a comme vocation, c'est-à-dire de vérifier et de montrer un certain nombre de concepts innovants. Donc, nous avons, dans le cadre de ce projet, 5 sites pilotes. Ici, je rappelle, je montre que 3 parce que en lien essentiellement avec les stations de recharge électriques. Et le premier, c'est des sites pilotes qui sont gérés par des gestionnaires de réseaux de distribution, avec des objectifs assez variés. Donc, dans chaque site, on a un use case, un cas d'étude différent. Avec dans le site pilote slovénien, l'idée, c'est de créer une communauté énergétique basée sur les stations de recharge et voir comment on peut gérer l'ensemble de la flotte de véhicules électriques afin de répondre à des signaux, stabiliser le réseau dans certains endroits. Je vais détailler ça un peu plus tard. En Italie, on travaille avec IREN. Donc, l'idée, c'est de travailler sur plusieurs bâtiments qui ont des parkings. Ça peut être des bâtiments commerciaux ou autres. Et puis, comment faire l'agrégation de l'ensemble de ces stations de recharge avec des pompes à chaleur ou autres systèmes qu'on pourrait trouver dans ces bâtiments. Et le dernier, c'est l'île de Gökçeada, c'est en Turquie. C'est une île touristique avec des variations de consommation très, très élevées. Et puis, même en production, ils ont des installations éoliennes et photovoltaïques qui fait qu'il y a une forte fluctuation de deux côtés. Et l'idée principale, c'est de travailler sur les communautés énergétiques pour apporter un peu plus de stabilité au réseau qui n'est pas, qui est à faible inertie. Je ne sais pas si le terme est parlant, mais à faible inertie, c'est-à-dire il n'y a pas assez de générateurs dans le réseau et avec des fluctuations énormes, il y a beaucoup plus d'électronique de puissance peut-être que de générateurs. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce qu'on fait là dans ce que je présente ici? Désolé, c'est des slides un peu chargés, mais je vais essayer de pointer. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une partie du réseau slovénien. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a des épisodes de surtension en été parce qu'il y a une forte consommation et du coup, il y a dans les stations de transformateurs, il y a les transfos, ils vont chauffer. Et on peut constater des moments, des problèmes de congestion de réseau qui consistent à avoir des dépassements par rapport aux limites par rapport aux limites autorisées par le réseau. Et en réponse à cela, on va identifier la quantité de puissance à injecter ou à réduire, tout dépend des cas. Et à partir de là, on va envoyer des signaux à des clients qui ont signé des contrats de flexibilité pour leur demander d'adapter leur consommation ou production en conséquence. Et ces consommateurs, ils vont réagir selon c'est un protocole très bien défini pour réguler la puissance et s'adapter aux besoins du réseau électrique. Donc, dans le cadre de notre projet, il y a un ensemble d'outils qu'on propose. Ce que vous voyez toujours ici à gauche en haut, c'est notre agrégation. Ce que j'appelle l'agrégation, c'est on va faire l'agrégation des stations de recharge, mais on peut trouver plusieurs types d'agrégation selon les pays. Ici en France, on a les communautés énergétiques citoyennes renouvelables,
des centrales électriques virtuelles, les VPP, etc. C'est des formes d'agrégation qui permettraient de gérer un portfolio que ce soit hétérogène ou de même type d'actifs énergétiques. Et l'idée, c'est d'avoir un ensemble d'outils permettant de répondre efficacement aux besoins du réseau tout en respectant les limites physiques de système. Donc la première étape, c'est de récupérer les données des terrains. On récupère ces données-là à travers les interfaces SCADA ou autres fournies par les gestionnaires de réseaux de distribution. On donne à nos algorithmes de prédiction qui vont essayer d'identifier ou de déterminer essentiellement le comportement de consommation sur chaque borne ou même les profils de production dans certains sites de production renouvelables et avec des échelles de temps qui sont très variées allant de 36 heures, 3 heures, etc., en fonction du marché qu'on va cibler. Tout à l'heure, le collègue d'Enidis, il a présenté le projet, le marché spot, donc c'est le J-1. Donc on peut faire des prédictions jusqu'à 36 heures pour participer à ce genre de marché d'une manière optimale. Suite à ça, on va donner ces données de prédiction à d'autres outils, essentiellement d'identification paramétrique des paramètres de batterie, l'état de santé, l'état de charge de la batterie, afin de voir quelles sont les batteries qui sont disponibles et de quantifier la quantité de flexibilité disponible à chaque instant, que ce soit la flexibilité à fournir en termes de puissance, à injecter dans le réseau en termes du point de vue énergétique, de puissance ou énergie, et puis ce qu'on peut aussi consommer. Donc, une fois qu'on reçoit la demande de flexibilité, ce que vous voyez ici, bon, c'est un standard qu'on utilise. On va trouver des informations envoyées par le gestionnaire qui nous dit entre telle et telle heure, vous devez fournir ou réduire votre consommation. C'est comme l'effacement très classique, mais aussi on peut injecter de la puissance si nécessaire en fonction des besoins. Je continue avec la présentation. Ici, par exemple, si on reçoit une demande pour participer à la régulation de fréquence, tout à l'heure, on a parlé de réserve primaire. Il y a 3 niveaux d'intervention en termes de temps de réponse. Il y a réserve primaire, secondaire et tertiaire. Et ce qui différencie les 3 marchés ou les 3 dynamiques, c'est le temps de réponse. Là, la réserve primaire, c'est la plus contraignante parce qu'il faut répondre immédiatement jusqu'à, il me semble, 30 secondes. Après, secondaire, c'est entre 30 secondes et 15 minutes. Et pour le tertiaire, au-delà de 15 minutes. Et quand on doit faire des réponses assez rapides, il faut prendre en compte le fait qu'on a un portfolio qui est distribué, qu'on a une latence dans la communication. Il y a plusieurs, c'est-à-dire même le temps de calcul de nos algorithmes, parce qu'on utilise la prédiction, on utilise l'identification paramétrique et puis l'optimisation de l'ensemble de ces actifs énergétiques. Et là, l'exemple qu'on donne, on voit très bien ici que la fréquence, par exemple, elle est très fluctuante, qui est à l'image d'un déséquilibre entre la production et la consommation, et le fait d'activer cette flexibilité ou d'activer ces communautés énergétiques ou ces chaises, on les a appelées dans le cadre de projet des chaises, des systèmes de stockage hybrides connectés, qu'on pourrait réguler d'une manière assez significative la fréquence, de la garder dans des marges qui sont acceptables par le gestionnaire de réseau de transport, notamment dans ce cas-là. Avant de passer à la validation expérimentale sur le terrain, nous, au niveau de notre laboratoire, au LIS, on a une plateforme de validation qu'on appelle PowerHill. C'est une validation qui permettrait d'atteindre un TRL5 avec des simulateurs temps réel où on va implémenter le réseau électrique et derrière, on va venir
émuler le comportement, par exemple, des batteries, des stations de recharge et voir comment ça va réagir dans la réalité. Donc, ce que vous voyez dans cette figure, on a un premier, c'est un amplificateur de puissance qui peut émuler une production photovoltaïque, de l'hydrogène ou des stations de recharge, des batteries, etc. Après, on a la partie électronique de puissance, on a la partie émulateur, c'est-à-dire l'émulateur dans notre cas, ça peut être un digital twin d'un micro-réseau, et puis on a un amplificateur AC alternatif qui va émuler le comportement du réseau électrique avec des variations de tension, des variations de fréquence, et on va tester, c'est-à-dire dans un scénario donné, s'il y a une variation de fréquence, comment on peut intervenir et quel impact aura nos lois de gestion ou de commande sur le réseau électrique. Une fois validé en labo, on passe à la validation sur les terrains. Donc, au niveau laboratoire, on utilise généralement des réseaux qui sont un peu simplifiés, mais qui restent quand même très réalistes. Là, c'est un réseau à 13 nœuds, donc on voit très bien qu'on arrive à maintenir la fréquence dans une zone acceptable avec des variations qui sont au-dessous des limites autorisées par le réseau électrique. Je m'excuse pour les slides assez chargés, les équations parfois. Voilà, j'ai terminé et merci beaucoup. Merci.